Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Tout de suite, vous allez pouvoir écouter On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue sur les ondes du service français de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux. Valentin Floquet. Et Sasa. Voilà, pour vous présenter donc ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan avec, comme d'habitude, 3 sujets. On parlera notamment de sécurité alimentaire, mais aussi de relations interdétroits. Et enfin, pour mon sujet, on va parler toujours de médias et de réseaux sociaux, etc. Et on va parler de la tendance récente de l'éclosion de sondages un peu partout sur les médias taïwanais. Et, une chose qui m'a un peu énervé cette semaine. Voilà. D'accord. Eh bien, je te propose de commencer, puisqu'on est déjà lancé sur le sujet. Est-ce que vous savez, déjà, on va peut-être faire une petite comparaison entre la France et Taïwan. Est-ce que vous savez comment sont lancés les sondages en France ? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne à peu près en France ? Il y a des instituts de sondage qui sont missionnés, par exemple, par des partis politiques, je sais pas, par des médias aussi. Ou par des médias. Oui, et donc ce ne sont pas les médias eux-mêmes qui produisent leurs propres sondages, n'est-ce pas ? Vous avez des idées, des noms en tête ? Ipsos. IFOP, ouais. IFOP. Voilà. Sofres. C'est les deux grands connus, je pense. Ouais, la Sofres aussi. Il y en a pas mal. C'est des gros instituts, ils font des sondages, et pas que des sondages commandés, ils font aussi des sondages propres à eux-mêmes, ce qui fait que ça fait quand même une recherche un peu d'opinion publique et générale d'études qui est assez intéressante à voir, et c'est financé par les commandes, c'est-à-dire les médias ou les partis politiques ou les entreprises. Les entreprises vont faire aussi des études de marché, d'autres types d'études comme ça, et c'est ça qui va permettre la recherche d'opinion et de marché, et d'avoir quelque chose d'assez sain et d'assez complet au niveau des recherches. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Ça permet quand même une étendue d'études et d'inspection de sondages et d'analyse en fait des tendances quand même assez larges et développées. Et donc à Taïwan, ça se passe pas du tout de la même manière, c'est ça ? Pas vraiment. À Taïwan, normalement, en fait, ça va dépendre des périodes, en tout cas pour tout ce qui est politique. À Taïwan, la plupart du temps, ça va être, par exemple au niveau politique, ça va être la référence de base, ça va être la NCCU, c'est-à-dire l'université des sciences politiques de Taïwan. Ah, le département des sciences politiques. C'est un département ? Ouais. Oui, j'imagine, ouais. Ouais. Zhengzhou, c'est l'université et le département d'études politiques, de sciences politiques qui est assez renommé à Taïwan. C'est lui qui mène cette étude notamment sur le sentiment identitaire taïwanais. Et donc eux, ils font des choses à l'année, même sur les sondages sur l'approbation par rapport au gouvernement au pouvoir, par rapport aux partis d'opposition, etc. Donc il y a toutes ces études-là, mais eux, ils le font à l'année, on voit les tendances, ils posent toujours les mêmes questions, et ils font vraiment ça sur le long terme. Puis c'est un institut de recherche, c'est pas un institut de sondage. Les instituts de sondage font les deux, donc c'est... Mais là, c'est de la recherche académique. Et donc, mais c'est comme ça qu'ils servent... parce qu'en France, on va pas avoir des éditions de la même manière, donc... parce qu'il y a les instituts de sondage qui permettent ça, qui sont aussi indépendants. Donc à Taïwan, ça va être justement déjà la première différence, c'est que ça va être plutôt universitaire pour les choses qui sont plutôt indépendantes. Et de l'autre côté, vous avez des fondations qui, elles, sont plutôt influencées par des partis politiques. La principale, en l'occurrence, pour tout ce qui est identitaire, etc., que je cite souvent, c'est la TPOF, c'est-à-dire la Fondation pour l'opinion publique taïwanaise, qui est un des seuls une des autres institutions qui fait vraiment ces recherches, pareil, sur le long terme, régulièrement, sans forcément de commandes de la part de gens, de médias ou d'autres personnes extérieures. Et donc, récemment, donc ça c'est à toute l'année, l'identité taïwanaise, les mêmes questions se reviennent au moins sur ces deux endroits-là. Parfois il y a un troisième institut de sondage qui va faire de temps en temps sortir de temps en temps des études un petit peu parallèles, justement pour apporter un peu plus de profondeur à juste avoir 2 voix sur ce genre de recherche. Mais le reste, il n'y a rien. Cependant,
depuis un mois environ, un mois et demi, chacun, je vois quasiment, perso j'utilise Twitter pour regarder un petit peu tout ça parce que ça sort beaucoup plus vite et en beaucoup plus gros volume, tous les sondages qui sortent, et c'est tous les jours quasiment un nouveau média, une nouvelle fondation, un nouvel organisme, une association, enfin tout le monde s'y met à faire des sondages, et ça m'a un petit peu hérissé le poil récemment. Mais c'est des sondages sur... Toujours sur la même question, sur l'élection présidentielle à venir. Oui, le grand sujet d'actualité. Les candidats, qui va gagner, qui va pas gagner, l'opinion publique sur chaque candidat. Alors, la grande différence qu'on voit déjà entre le niveau de recherche universitaire de l'université des sciences politiques et les sondages par les médias. Et les sondages par sondage d'une fondation ou encore des médias, c'est que même si au niveau de la forme, on va avoir à peu près les mêmes notions, c'est-à-dire combien de personnes sondées, ils disent que c'est quelque chose de randomisé, mais la grosse différence, c'est qu'on n'a aucun papier derrière complet sur la façon dont ils ont fait leur sondage. Sur la manière dont ils ont posé les questions. Il n'y a pas de détails. Ça peut parfois être un peu ciblé ou après, orienté. L'avantage, c'est que comme il y a tellement de gens qui font les mêmes sondages, on voit s'il y avait quelque chose qui était complètement différent, on verrait quand même qu'il y a une genre de manipulation du sondage ou quelque chose comme ça, mais ils se rejoignent plus ou moins sur les tendances d'une semaine à l'autre. Et ça permet quand même de se dire qu'ils essaient d'être honnêtes sur leur travail, mais ce n'est pas en tout cas réalisé de manière scientifique. En tout cas, à Taïwan, quand même, les sondages, c'est quelque chose d'important, notamment lors des primaires de certains partis, pour les candidats au niveau local, par exemple, parce que parfois, quand il y a plusieurs candidatures au sein du DPP ou du KMT pour un poste au niveau local, le parti peut avoir tendance à adopter la méthode du sondage, entre guillemets, pour choisir, en disant on va choisir le candidat qui a réuni le plus de soutien dans les sondages. Et souvent, il y a des débats sur la manière dont on le mène. Est-ce qu'on le fait avec sur les téléphones fixes ou est-ce qu'on inclut les téléphones mobiles? Alors, c'est pas le même résultat. Je sais plus si c'était le DPP ou le KMT, mais il y avait une partie des gens du DPP ou du KMT qui ne voulaient pas inclure les téléphones mobiles. Donc forcément, ça favorise un certain électorat qui vote, qui est plutôt âgé en général. Même si c'est quand même moins vrai à Taïwan plutôt qu'en France, je pense. Parce que même les personnes âgées ont beaucoup de téléphones portables, mais quand même. Beaucoup de personnes, de jeunes, n'ont pas de téléphone fixe. Voilà. Et de toute manière, il faut rappeler aussi qu'aucun sondage, tout sondage a un biais. Voilà, et c'est ça, une influence et un biais. Plus important, c'est-à-dire que d'un sondage à un autre. Beaucoup de recherches ont été faites là-dessus, que le fait que rien que le fait de lire le sondage va influencer les décisions au moment de l'élection. On sait que ça a ce biais-là, mais bon, ça, c'est peu importe comment le sondage est effectué, mais c'est pour ça qu'il faut quand même des sondages plutôt sérieux et réalisés un minimum scientifiquement avec des institutions plutôt reconnues et cadrées que un petit peu n'importe comment, comme on peut le voir à Taïwan. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que on le voit, on a vu aussi beaucoup de gens s'appuyer sur plein de sondages. Les gens vont prendre le sondage qui favorise leur opinion le plus sur les réseaux sociaux, et c'est aussi cette étude-là qui m'a un peu intéressé et pourquoi je voulais en parler, c'est que les paroles derrière, les analyses sont tout aussi importantes, et je voyais des Taïwanais anglophones ou même des anglophones à Taïwan, pas forcément des Taïwanais, donner déjà des signes de victoire et analyser comme pourquoi. Je me rappelle il y a 2 semaines quand Ko Wen-je sortait un petit peu en tête des sondages, comme quoi, pourquoi Ko Wen-je gagnait, avec des analyses un petit peu approximatives sur par exemple sur le fait que le DPP n'aurait rien fait pour le logement à Taïwan. Et mettre Ko Wen-je en avant alors qu'il était maire de Taipei, qui n'a pas fait grand chose non plus, mais... Et que Taipei est quand même la ville la plus problématique au niveau du logement et la fuite des jeunes couples, parce que la personne parlait des jeunes couples, ça paraissait un peu bizarre. Voilà. Bon, c'était vraiment pour parler un petit peu de ça, et de ces juste sondages. Par rapport
aux autres sondages, tu disais, il y a aussi des sondages faits par des associations. Mm. Et c'est vrai qu'il y a pas mal ce phénomène où des associations qui veulent justement, dans le cadre de campagnes électorales, mettre en avant le sujet qui leur tient à cœur. Elles vont faire des sondages justement pour dire, voilà, tant de pourcentage de Taïwanais s'inquiètent de ça, ou alors sont préoccupés par telle ou telle question, et voilà, essaient ensuite font des conférences de presse pour ensuite essayer de mettre un petit peu sur la table des discussions le sujet qui leur tient à cœur. Il y a ça aussi comme phénomène. Voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le fait qu'ils les réalisent eux-mêmes la plupart du temps. Oui. Ils ne le commandent pas à des instituts encadrés, quoi. En tout cas, je pense que c'est un beau sujet de master ou de thèse, en fait, la question des sondages à Taïwan. Ça peut être intéressant et comparer surtout avec aussi d'autres pays, parce que je pense qu'il y a, moi je connais la situation de la France et de Taïwan, mais je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner dans d'autres pays qui peuvent être intéressantes aussi. Voilà. Ok. Et voilà bien, pour ce petit rallage du sa petite du dimanche. amuse-gueule. Voilà. Et justement, en parlant d'amuse-gueule, je vais vous parler de sécurité alimentaire, puisque je ne sais pas si vous avez vu passer cette news avec une contamination à la salmonellose qui a eu lieu dans le sud de Taïwan, à Kaohsiung, et dans un magasin qui a eu 44 cas de contamination, avec notamment un enfant qui a eu une insuffisance rénale. Et c'est assez... Ça fait partie d'une des affaires de sécurité alimentaire qui a défrayé la chronique. Comme ça, de temps en temps à Taïwan. Oui, parce qu'il y en avait une récemment avec Costco, non, le grand magasin de supermarché du en gros. Fromage, je crois, qui a été retiré des étalages. Voilà. Et là, c'était un magasin de la glace pilée avec les desserts taïwanais. Voilà. Donc. Oui, la question de l'hygiène, c'est assez en fait, important. C'est le maire de Kaohsiung a réagi. Il a dit que le département de la santé allait mener plusieurs inspections dans différents magasins. Et c'est vrai que dans ce magasin-là, les échantillons prélevés ont été testés positifs à la salmonellose, au staphylocoque doré, à la bactérie E. coli ou encore au Bacillus cereus. Ah bah dis donc, ça donne envie de manger à l'extérieur. Qui donnent des intoxications alimentaires, parfois très graves, mortelles. Et il était situé où, ce magasin ? Vers où ? Alors exactement sur la rue Leohe, dans l'arrondissement de Lingya. Ok, Lure, sur le marché de nuit de Lure. Ah ben peut-être. Oui. C'est toi qui connais bien Kaohsiung. Je connais bien Kaohsiung, oui. Voilà. Et donc cette affaire-là a fait suite à une autre affaire de contamination récent, avec 12 produits de vendeurs de boissons et de desserts glacés à Taipei qui ont été testés positifs, dont certains à plusieurs reprises, avec des entérobactéries ou j'arrive pas trop à le prononcer, Escherichia. D'accord, je connaissais pas. Je l'avais déjà lu, mais j'avais jamais essayé de le prononcer. En fait, quand on essaie de le prononcer, c'est pas facile. Donc, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, donc c'était aussi cette semaine. Et le département de la santé de la ville de Taipei a mené des inspections au hasard, comme ça, sur 299 produits, dont 70 garnitures. Vous savez, les garnitures qu'on met sur les dorroirs, par exemple, ou sur les glaces à la glace pilée. Ou alors des desserts glacés, ou alors des glaçons qui peuvent être mangés, ou alors sur des boissons. 103 boissons ont été testées. Et au total, 20 ont échoué à l'inspection. Donc ça fait un taux de 6,7%, ce qui est vraiment assez important. Et en fait, ça, c'est pour l'année, en fait. Mais c'est quand même bien, finalement, qu'il y a eu cette affaire à Kaohsiung, même si c'était très grave. Ça a permis toute une série d'inspections un peu, sans prévenir à l'avance. Et comme ça, ils ont pu découvrir qu'il y avait pas mal d'autres problèmes dans d'autres magasins ou restaurants. J'imagine que les inspections en entraînent d'autres. Et donc ça, c'était pour l'année. Mais sinon, pour cette
troisième vague d'inspection de l'année, c'est 83 produits qui ont été testés. Et au total, 21 produits ont échoué au test. Donc, c'est plus énorme. 6% là. Donc, dont 12 pour la seconde fois. Ah, ils étaient quand même permis malgré tout. Ouais. Oui. D'accord. Apparemment, je suis sûre je pense qu'ils ont ont fait eu une mise aux normes, entre guillemets. Voilà, j'imagine qu'il y a eu un avertissement. Mhm. Mais quand même, il y a eu des amendes qui ont été distribuées. Donc, des amendes qui vont de 30 000 $ taïwanais, moins de 1 000 $ américains, et jusqu'à 3 millions de dollars taïwanais, qui ont été distribués. Hein. Voilà, sur les bases des articles 17 et 48 de la loi sur la sécurité alimentaire et l'hygiène. Alors, j'ai posé une colle, mais ils font pas de fermeture du magasin jusqu'à une mise aux normes, au moins? Ça, c'est pas indiqué là, non, je suppose pas. C'est pas indiqué dans l'article. Et par contre, ce qui est indiqué, c'est le nom des magasins, dont certains sont assez connus. Ah oui. Et notamment le magasin Smoothie House à Yongkang-jie, à la rue Yongkang, qui vend notamment des glaces pilées à la mangue. On voit pas mal de... En fait, il me semble, c'est celui-là qui vend des glaces pilées. Je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est la méthode du naming and shaming. En fait, Voilà. On ferme pas le magasin, mais on dit qui c'est, et du coup, les clients en général, ils viennent plus trop. C'est un magasin assez connu. Il y a de la glace pilée avec taro et cacahuètes qui a été épinglé, et aussi un autre magasin dans Yongkang-jie. Donc décidément, c'est une zone assez touristique en plus. Assez touristique et un peu à risque peut-être. Là, il s'agissait de thé, de Sujichuan thé. Il y a aussi les glaces au chocolat de chez Godiva. Ah ouais, comment c'est fou, ça. Les glaces qui les cornets à la machine. Ah oui, Ouais. Voilà, il y avait aussi des milkshakes au chocolat de Movenpick Café, qui est aussi un magasin dont j'ai entendu parler. Oui, Movenpick, c'est une belge. Chaîne, non? C'est une chaîne belge. Voilà. C'est une marque belge de chocolat et glace. Voilà, et sinon des crèmes glacées, des thés d'orge, un peu de tout. Et je me suis un peu demandé pourquoi il y avait autant de cas. Et en cherchant un petit peu, je suis tombée sur cet article de Associated Press qui date du 1er juin 2023 et qui expliquait que, donc c'est pour les États-Unis, le Centre de contrôle des maladies avait trouvé que 40% des cas de contamination alimentaire, d'intoxication alimentaire, étaient liés en fait à des travailleurs qui étaient malades, mais qui venaient quand même au travail. Ah oui, intéressant. Donc pour la période qui va de 2017 à 2019. Et c'est surtout le norovirus et la salmonelle qui ont été trouvés dans 800 cas. En fait, c'est une des racines du problème et à laquelle il faudrait s'attaquer. Oui, parce qu'en fait, il y a un manque de lavage de mains et surtout les travailleurs qui sont malades qui viennent quand même au travail parce que les conditions salariales sont pas assez protectrices. Donc, par exemple, 40% des managers de ces magasins ont dit au Centre de contrôle des maladies qu'ils avaient un congé maladie. Donc, ça veut dire que tout le reste n'ont pas de congé maladie. Et il y a aussi y a pas beaucoup de magasins n'ont pas donc d'entreprises n'ont pas de règlement pour dire que si le travailleur est malade, il doit rester à la maison. Et donc les travailleurs sont souvent amenés à faire un choix entre soit gagner leur salaire du jour ou se protéger les clients. Voilà. C'est un problème systémique, en fait, au niveau de la législation. Oui, et il y a aussi la pression sociale qui fait que les travailleurs vont peut-être avoir peur de ne pas se montrer au travail parce que ça va faire plus de pression, plus de travail pour les collègues, et donc ça peut être mal vu. Mais en tout cas, les chiffres du Centre de contrôle des maladies des États-Unis sont assez effrayants. Chaque année, il y a 48 millions de cas, de personnes qui ont des cas de contamination alimentaire. Dans le monde? Non, aux États-Unis, dont 128 000 sont hospitalisés et 3 000 en meurent. Donc, mangez chez vous alors. Mangez chez vous, mais bon, même chez vous, ça peut vous arriver parce qu'au marché, oui, la mais viande quand même. qui n'est pas forcément... où la chaîne du froid n'est pas vraiment respectée. Oui, mais il faut la cuire du coup. J'ai tellement peur d'acheter de la viande sur les marchés à Taïwan parce que ça a l'air tellement... Enfin, il fait très chaud et puis on ne sait pas trop... Des fois, on voit les camions la nuit avec les carcasses de porc qui pendent comme ça.
Bon, c'est pas dans un frigo, hein. Je sais pas trop si c'est pas dangereux. Bon, après, je sais pas si les supermarchés, on le voit pas en fait, la chaîne du froid, mais il y a aussi, on a vu à Costco des scandales alimentaires aussi, donc c'est difficile de savoir en fait, mais bon. Ok, voilà. Merci pour ça me conforte dans le fait de manger à la maison. Merci, j'ai plus faim. Alors, ça aurait fait une belle conclusion, mais on a encore un autre sujet. Mais oui. Présenté par Sasa. Oui, je vais vous parler de la fondation de l'ancien président Ma Ying-jeou, qui a invité une quarantaine d'étudiants et de professeurs chinois d'universités prestigieuses en Chine. Donc, il les a invités à Taïwan pour un séjour de 9 jours à partir du 15 juillet. Alors pourquoi je vais vous parler de cette visite c'est notamment parce que les échanges universitaires entre Taïwan et la Chine ont été pas vraiment totalement suspendus, mais vraiment en déclin, on va dire, depuis 2020. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais bon, d'abord, je reviens sur cet événement, parce que c'est finalement de plus en plus rare de voir des étudiants chinois à Taïwan. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur séjour ? Ils vont faire des visites touristiques, les gorges de Taroko, le lac du Soleil et de la Lune, le musée de l'innovation de TSMC. Je ne savais pas qu'ils avaient un musée. Et ils vont également ils ont rencontré des étudiants de différentes universités taïwanaises pour des échanges. Et le but de l'ancien président Ma Ying-jeou, qui est du KMT, c'est de rapprocher les peuples des deux rives pour, d'après lui, donc réduire les risques de conflit. Alors, au départ, quand ce projet a émergé au mois de mai-juin, certains députés du DPP n'étaient pas très enthousiastes. En tout cas, ils ont demandé à ce que ça passe par une procédure, par la commission, une procédure d'évaluation par la commission des affaires continentales, ce qui a été fait. En fait, donc la fondation a donné le programme, l'identité des personnes, etc. Ça a été accepté. Mais bon, selon un officiel taïwanais qui s'est exprimé de manière anonyme, d'après lui, en fait, ces étudiants ont quand même été sélectionnés par le Parti communiste chinois. Voilà, c'est pas très étonnant en Chine. Mais bon, en tout cas, ces étudiants, finalement, au mois de juillet, ont été bien accueillis par le gouvernement taïwanais, qui a en tout cas beaucoup mieux réagi que lorsque Ma Ying-jeou lui-même s'était rendu en Chine à la fin du mois de mars, parce qu'à ce moment-là, en fait, les autorités chinoises avaient organisé ce voyage pour reprendre certaines images et faire de la propagande par rapport à Taïwan. Et là, ce qui est intéressant aussi par rapport à ces étudiants qui sont venus à Taïwan, c'est que c'est tombé au moment de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives de janvier prochain. Et justement, le 16 juillet, il y avait, juste le lendemain de leur arrivée, il y avait un rallye électoral du DPP et une manifestation pour la justice intergénérationnelle dans le domaine du logement. Et donc, ces étudiants chinois n'y sont pas allés directement sur place dans la rue. Je pense que ça aurait été pas facile à leur retour en Chine. Mais bon, d'après les médias, ils ont assisté à tout cela, au moins à la télévision. Et donc, ils ont pu voir un petit peu les spécificités de Taïwan. Alors, je voulais revenir sur les échanges universitaires entre Taïwan et la Chine, parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Alors en fait, les étudiants chinois ont le droit de venir étudier à Taïwan depuis l'année 2011. C'est justement l'ancien président, donc Ma Ying-jeou, qui avait inauguré cette nouvelle politique. Et le pic a été atteint en 2016, donc juste avant l'élection de Tsai Ing-wen du DPP. À l'époque, est-ce que vous savez combien d'étudiants chinois il y avait à Taïwan à peu près ? Tu m'avais dit tout à l'heure, donc je ne vais pas le dire. C'est Valentin deviner. Oui, j'ai entendu aussi. Ah mince, bon je donne je réponds du coup. 42 000 à peu près. 42 000 étudiants chinois à Taïwan juste avant l'élection de Tsai Ing-wen.
Et à partir de ce moment-là, en fait, on a vu ce chiffre baisser progressivement. Et en 2019, il y en avait à peu près 25 000. Et alors, ça a encore plus baissé à partir de 2020, donc la réélection de Tsai Ing-wen, mais aussi le Covid. Et à ce moment-là, en 2020, c'est tombé à 6 000 étudiants chinois à Taïwan. Ce qui s'est passé notamment, c'est que certains étudiants chinois sont rentrés en Chine pour le Nouvel An. Oui. Et ils n'ont pas pu revenir. Voilà. Donc ça, c'est à cause de la fermeture des frontières du côté taïwanais. Mais ensuite, progressivement, Taïwan a réouvert ses frontières aux étudiants internationaux d'abord. Ça a mis du temps quand même. Tout à fait. Ça a pris beaucoup de temps. Donc ils ont réouvert les frontières aux étudiants internationaux et aussi aux étudiants chinois, mais avec des conditions de quarantaine assez drastiques, notamment le fait que les étudiants chinois devaient prendre en charge eux-mêmes leur quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours, ce qui est vraiment très cher pour eux. Donc beaucoup ne sont pas revenus. Et finalement, ce sont la plupart qui restent aujourd'hui, il y en a à peu près 3000, ce sont des étudiants qui avaient déjà commencé leurs études à Taïwan avant 2020 ou en 2020. Et bientôt, ils vont avoir terminé leurs études. Et comme c'est très difficile pour eux de trouver un travail à Taïwan après, parce qu'il y a tout un tas d'obstacles administratifs, la plupart vont rentrer probablement en Chine. Et il faut souligner qu'il y a aussi un deuxième problème depuis 2020, c'est que du côté chinois aussi, les autorités interdisent ou mettent un quota très très strict donc pour les étudiants chinois qui veulent étudier à Taïwan. Donc ils font un petit peu les frais à la fois des tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, les frais du Covid aussi. Voilà, il y a un petit peu des responsabilités des deux côtés. Le DPP notamment qui donne pas des conditions, enfin le DPP qui est au pouvoir qui ne donne pas des conditions très attrayantes, notamment le fait que ces étudiants chinois n'ont pas la sécurité sociale, ils sont pas éligibles aux bourses du gouvernement taïwanais, le travail qu'ils peuvent faire à côté de l'université est limité. Donc c'est en fait des formes de discrimination qui sont justifiées pour des raisons de sécurité nationale. Mais d'un autre côté, c'est aussi le gouvernement chinois qui, ces dernières années, veut plus que ses étudiants aillent à Taïwan. Et donc, dernier point que je voulais signaler, c'est que cette réduction des étudiants chinois à Taïwan, ça pose un problème à certaines universités parce que la natalité à Taïwan est déjà en déclin, il y a de moins en moins de jeunes. Et en fait, les étudiants étrangers, ça représente quand même... presque 10% des étudiants à Taïwan, ça c'était le cas en 2018. Donc maintenant ça a un petit peu changé avec le Covid, etc. Mais c'est pourquoi le ministère de l'Éducation taïwanais, en avril dernier, a dit qu'il espérait que la Chine réautoriserait les étudiants chinois à venir à Taïwan. Probablement que ça dépendra des résultats de l'élection présidentielle de janvier prochain. Parce qu'on a vu que voilà, les étudiants chinois à Taïwan ont commencé à se faire de plus en plus rares depuis l'élection de Tsai Ing-wen. Donc peut-être que les autorités chinoises vont voir un petit peu quel sera le candidat qui aura été élu et en fonction de si c'est le DPP ou KMT, ne réagira peut-être pas de la même manière. De toute manière, c'est simple. Les universités taïwanaises ont besoin des étudiants chinois, mais les étudiants chinois n'ont pas forcément besoin des universités taïwanaises. Voilà, ouais, c'est vrai. Très bien aller ailleurs. Et ça, la Chine l'a bien compris. Et voilà, quoi. Bref, en tout cas, il est temps de conclure. Merci, Sasa. Merci, Valentin. Merci Lisa. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Et on vous dit déjà à bientôt pour un prochain épisode, la semaine prochaine. Oui. Voilà, avec sans doute au moins l'un d'entre nous. Oui. Pour reprendre la suite. Voilà, à bientôt. À bientôt. À bientôt.